Mais évidemment, cette réponse européenne en termes d'Europe sociale, ce sont des discours, ce sont des textes, ça ne change rien du point de vue des orientations fondamentales du cours de la construction européenne telle qu'elle est conçue à partir du traité de Maastricht. Je passe à la deuxième question, oui, finalement, j'ai plus vite que je l'ai gagné. L'Europe a-t-elle des frontières? C'est évidemment une question saugrenue, parce que ce n'est pas la géographie qui donne le sens. Mais la question des frontières se pose au moins de deux façons. C'est-à-dire, est-ce que l'Union européenne a des limites? Ce n'est pas une question totalement stupide. Et puis, comment gère-t-elle ses relations extérieures? C'est surtout ça la question. L'Europe doit répondre en fait à deux sollicitations majeures. Premièrement, celle de l'Europe de l'Est, après la chute du mur. Et deuxièmement, celle du Sud, de son Sud. Et en particulier la Méditerranée et l'Afrique, qui sont des espaces de ces anciennes colonies. Comment va-t-elle gérer ça? En 1957, avec le traité de Rome, la communauté européenne commence à 6 États fondateurs. Aujourd'hui, l'Europe en compte 27, dont 9 d'Europe de l'Est. Et la question se pose, qu'est-ce qu'on fait avec l'Ukraine, la Biélorussie, la Bulgarie, les États issus de l'ancienne Yougoslavie, etc. Avant la chute du mur, bien des forces politiques d'Europe vivaient la construction de celle-ci comme obsession de la réunification du continent européen et la disparition du régime d'Europe de l'Est, le régime dit du socialisme européen. Le mur est tombé, les régimes de l'Est se sont effondrés, et se pose alors une autre question finalement. La réunification du continent européen n'est pas complète, dans quelques États encore, mais déjà apparaît une contradiction majeure. L'Union européenne court le risque, dit-on, d'une dilution de son projet par des élargissements trop nombreux et trop rapides. C'est la contradiction ou le dilemme entre l'approfondissement et l'élargissement. Le nombre de débats des européistes les plus convaincus entre l'approfondissement et l'élargissement, on n'en finira pas d'ici. En réalité, le problème est plus profond. C'est la nature même de la construction européenne qui pose le problème. En imposant aux nouveaux entrants d'Europe de l'Est les mêmes politiques, visant à ouvrir les marchés, imposer une concurrence libre et non faussée, libéraliser les marchés des capitaux, casser les acquis sociaux déjà très fragilisés, l'Union élargit son marché unique, certes, mais intègre des inégalités de développement énormes. Les disparités, les faiblesses structurelles empêchent la construction d'une cohérence d'ensemble. Les politiques dites structurelles, c'est-à-dire les budgets, destinés à compenser les faiblesses des États les plus pauvres, c'est ça dans le budget européen. Les financements régionaux, ça existe aussi dans le budget européen, censés limiter ces disparités de développement, mais aussi le budget de l'agriculture. Tout ça montre leurs insuffisances, leur incapacité à régler le problème. On est dans une impasse. Vis-à-vis de la Méditerranée et de l'Afrique, la question de l'adhésion n'est pas posée, sauf pour Chypre, qui a adhéré en 2004. Et pour la Turquie, c'est un cas très spécifique, on en discutera si vous voulez. Les Européens ont voulu d'abord prolonger le rapport colonial par des accords particuliers signés à Lomé en 1975. Ce sont, j'explique un peu, des accords dits non réciproques. Parce qu'au fond, dans les années 70, on est dans les revendications pour un nouvel ordre économique international issu du mouvement des monnaie etc. On est dans ce courant-là. Et donc la Convention de Lomé prend un peu en compte ça, cette poussée des pays du tiers-monde. Mais c'est loin d'être suffisant. D'ailleurs, ça ne changera rien du tout. Au fond, cette Convention de Lomé sera incapable de régler les problèmes, d'appréhender les problèmes essentiellement des pays d'Afrique. On a commencé d'ailleurs avec les ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Au début, il y en avait 46, aujourd'hui, ils sont 71. C'est quand même pas rien. Hein. C'est l'accord entre l'Union européenne et tous ces pays-là. Donc ça ne règle rien. Ça donne des espoirs. Mais pire que ça, en 2000, l'Union européenne va complètement changer, va, je dirais, normaliser son rapport avec ces pays d'Afrique. Et aussi, plus tard, la Méditerranée, j'y viendrai. Par les accords de Cotonou. Pourquoi Cotonou? Parce que ça s'est passé à Cotonou, tout simplement. Hein. Ne cherchez pas plus loin.
donc en 2000. En 2000, l'objectif, c'est pas de faire quelque chose de dissymétrique ou de non réciproque, ou de donner un peu des moyens financiers pour stabiliser un peu le cours des matières premières, tout ce qu'on avait fait après les années 70. Non, il s'agit là de faire des zones de libre-échange. Des zones de libre-échange. Ça va être un choc brutal. Parce qu'on met face à face les pays d'Europe occidentale, donc très développés, à un niveau de productivité avancé, etc., face à des économies d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, en difficulté, etc. Donc, non seulement ces économies-là sont en sous-développement ou en voie de développement, mais en plus, on va casser leurs industries naissantes, on va faire en sorte que leurs droits de douane s'effondrent, etc. Donc, vous voyez, on va encore les affaiblir par cette stratégie. Leurs secteurs d'État sont laminés. Les secteurs d'État, ce n'est pas assez, mais c'était une maîtrise déjà probablement bureaucratique pour beaucoup, mais c'était une forme de maîtrise d'un certain type de développement. Tout ça va voler en éclats par des privatisations, etc. Voilà. Le résultat de ce choc-là, de cette, ce que j'appelle moi, normalisation du rapport nord-sud avec l'Afrique. Là aussi, c'est l'impasse. Et c'est l'impasse dans le rapport entre l'Europe et ces pays-là, mais c'est l'impasse aussi pour les pays du Sud-Afrique, où on va nourrir les crises politiques, on va nourrir la montée de certains intégrismes, etc. Vous comprenez ? Les instabilités sociales. L'Union européenne va, là aussi, essayer de trouver des stratégies pour faire face. Et elle va essayer d'en mettre en œuvre deux. Je vous les cite simplement pour faire plus court. C'est d'abord la politique pour faire face aux migrants. C'est une politique de fermeture. Et pour être plus exact, je dirais de tri ultra sélectif et répressif des migrants. Il y a même un commissaire européen italien qui aura l'idée de mettre en place, je ne comprends pas pourquoi on en parle plus souvent, parce que c'est scandaleux, de mettre en place en Afrique des centres de tri pour les migrants. C'est-à-dire que vous voyez, bon, par exemple, la métallurgie européenne a besoin de 3000 ouvriers au Ouest, bon, on en prend 2500 au Sénégal, etc. On va trier ces migrants comme on traite du bétail, quoi. Vous voyez, c'est scandaleux. Depuis, on n'en entend plus parler. C'est vraiment trop gros. Donc, cette politique de migration, je pense que ça vaut le coup d'en parler, et une autre politique d'adaptation qui est la politique de voisinage. La politique de voisinage, c'est un peu particulier. C'est au fond l'Europe, Canada Dry. C'est-à-dire que vous avez le goût de l'Europe, vous avez le sentiment d'être dans l'Europe, mais vous avez tout sauf l'Europe. C'est-à-dire qu'on vous impose les politiques de l'Europe, on vous impose les politiques non libérales, on vous impose le rapprochement à l'OTAN, les politiques européennes de sécurité et de défense, au moins l'esprit, etc. On vous force. Hein, mais vous n'êtes pas dans l'Union européenne. Et on vous dit non, ça c'est pour vous faire patienter. C'est-à-dire que vous n'accédez pas aux institutions, donc vous ne votez pas les décisions, donc vous ne participez à aucune décision. C'est encore pire. Encore pire. Bon, je propose qu'on peut-être on met ça pour la discussion, cette politique de voisinage. C'est un peu la grande fierté des Européens. Ils sont assez contents de retrouver ça. Et donc le cas de la Turquie, donc je mets en discussion, quoique le cas de la Turquie, quand même, je veux dire, c'est assez exemplaire. On a fait miroiter l'adhésion à ce pays depuis plus de 45 ans, puisque la Turquie est le premier pays à avoir signé un accord d'association avec l'Union européenne en 1963. Il en a fait pour des raisons stratégiques et politiques, parce qu'il fallait arrimer cet immense pays de 60 millions d'habitants. On ne dit pas rien. Ce pays-là, il fallait l'arrimer, et surtout pas le laisser glisser vers l'Union soviétique et les pays de l'Est, etc. Et l'arrimer à l'Ouest, l'arrimer à l'OTAN, l'arrimer à l'Union européenne. Donc on leur a fait miroiter immédiatement l'adhésion à l'Union européenne. Ne vous inquiétez pas, vous allez rentrer